Été 1969. L'actrice américaine Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois, meurt assassinée chez elle, dans sa maison, à Los Angeles. Les coupables sont des membres de la secte du gourou Charles Manson. Ils l'ont assassinée, elle et d'autres qui se trouvaient là. Cette histoire, vous la connaissez sûrement, c'est l'une des histoires de meurtre à Hollywood qui a eu le plus d'impact culturel. Ça a aussi été le sujet de Once Upon a Time in Hollywood, le film de Quentin Tarantino. Des histoires vraies comme celle-ci dans le milieu du cinéma, malheureusement il y en a eu d'autres. Que ce soit des crimes organisés ou bien des noyades accidentelles, entre guillemets. En tout cas, elles sont toutes effroyables et on va les découvrir ensemble dans cette vidéo, à commencer par Superman. Dans les années 50, à la télévision, c'est George Reeves qui incarne le super-héros américain dans les aventures de Superman. Bon, le mec joue Superman, c'est Zizou le gars. Tout le monde l'aime, il est adoré par tous les Américains, mais il y a un Américain qui l'aime un petit peu moins, Eddie Mannix. Eddie, c'est un gars qui bosse chez le studio le plus puissant de l'époque, la MGM. Et note à moi-même, il faut que je vous fasse une vidéo sur la MGM. Bon, son métier, à Eddie, c'est celui de fixeur. Il règle tous les soucis personnels, les problèmes en off qui embêtent le studio. Caprice de star, règlement de compte, pot de vin, et s'il faut nettoyer, bah, il nettoie, t'as compris. Le truc, c'est que Eddie a une femme, Toni Mannix. Et Toni Mannix, bah elle aussi, elle aime beaucoup Superman. George Reeves et la femme de Eddie, Toni Mannix, ont une liaison romantique. Alors est-ce que ça pose problème à Eddie? Je sais pas. En vérité, personne ne sait vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin des années 60, George Reeves est retrouvé mort, dans sa chambre, à Beverly Hills, et il a été tué par balle. La veille, il se disputait avec sa nouvelle femme, Leonore Lemon, avec qui il allait se marier. Leonore n'a pas appelé la police immédiatement, ce qui fait d'elle et de Eddie Mannix les deux principaux suspects. Mais ce qui est étrange avec ce meurtre, c'est qu'il n'est pas classé en tant que tel. Ce qui est très probablement le cas, mais vous vous doutez bien que chez les ricains, la pilule elle passe pas. C'est Superman le mec. Non mais vraiment à cette époque, pour les Américains, Superman est invincible. Et ce meurtre a aussi rappelé comme quoi les stars n'étaient pas intouchables. Donc oui, gros impact logique. En vrai, demandez à vos parents, peut-être qu'ils en ont entendu parler. Par contre, la prochaine, pas sûr qu'il ait vécu, ça se passe en 1925, là ça fait loin. Ça, c'est le film Ben-Hur, la deuxième adaptation du roman. Ouais, il y en a eu plein d'autres que vous connaissez sûrement. L'acteur principal de ce film, c'est lui. Ramon Novarro. À cette époque, c'est une idole du film muet. Il enchaîne les tournages les plus importants de cette période et jusqu'à la fin des années 60, il se construit une merveilleuse carrière. Grand acteur, grand film, le mec encaisse du fric et une rumeur commence à s'ébruiter à Hollywood. Ramon Novarro aurait dit qu'il cachait chez lui 5000 $ en liquide. 5000 $, c'est de l'argent facile, mec, viens, on va lui voler. C'est ce que se disent Paul et Tom Ferguson, deux frères qui ont eu la bonne idée de cambrioler la maison de l'acteur. Et ça ne rate pas. Ce soir-là, Paul et Tom tombent nez à nez avec Ramon Novarro chez lui. Et les deux frères décident de le torturer jusqu'à ce qu'il crache le morceau. Mais la vérité sur la rumeur éclate, Ramon parlait en vérité de son investissement de 5000 $ dans son matos de musique. Du matos qu'il avait installé chez lui. Il en a parlé à quelqu'un en mode « Là, chez moi, là, il y a 5000 $. Conclusion, les deux frères finissent par capter qu'il n'y a pas vraiment d'argent chez l'acteur. Ce soir-là, nous sommes en 1968, le grand acteur Ramon Novarro est retrouvé mort chez lui, asphyxié. Il avait été frappé et torturé. Les deux frères ont été condamnés à perpétuité, mais cette affaire a fait scandale lorsque leur peine a été réduite. Les deux meurtriers ont pu s'en sortir après 7 ans de prison. Comment? Grâce à leur avocat qui savait manipuler les hommes à cette époque. La version de l'avocat n'avait rien à voir avec un cambriolage. Ramon Novarro avait fait appel aux deux frères qui se prostituaient. Ramon les aurait forcés à pratiquer des actes sexuels non consentis. Les deux frères se seraient défendus et voilà pourquoi Ramon serait mort asphyxié. Oui mais attendez, monsieur le juge, cerise sur le gâteau, vous aurez remarqué du coup que Ramon a péché. Ramon est homosexuel quand même. Fin des années 60, un homosexuel qui se dit en plus être catholique, non ça passe pas. Ça cache en effet quelque chose de louche, c'est pas crédible. Rééquilibrons les choses, libérez-moi les deux frères escortes, là ça y est, affaire classée on n'en parle plus, merci hop, chut, terrifiant. La justice bâclée comme ça là, ça me terrifie. Mais le pire c'est quand elle est bâclée dans l'intérêt du coupable. Et c'est ce qui est arrivé à Thelma Todd. Dans les années 30, Thelma c'est une actrice importante de Hollywood. La meuf, elle tourne genre avec Buster Keaton, ça rigole zéro. Et quand t'es à son niveau, bah tu peux te permettre d'avoir des projets à côté, des side business, alors rien de bizarre. Hein. Thelma, elle avait juste un café à son nom, le Thelma Todd's Sidewalk Café. Évidemment c'était fréquenté par ses potes, donc d'autres stars du ciné, et puis d'autres célébrités de Hollywood, des stars qui ne viennent pas spécialement de l'industrie du cinéma. En fait, il y avait même des célébrités qui ne venaient pas de l'industrie du divertissement tout court. Parmi eux, Lucky Luciano. Et Lucky Luciano, en quelques mots, il est né à Naples, en Italie. Et il est devenu le chef de tous les chefs en assassinant Salvatore Maranzano, l'ancien chef de tous les chefs. Donc vous avez pigé, ce mec-là, c'est un mafieux très puissant. C'est même lui qui a importé le concept de crime organisé aux États-Unis. Le fait de commettre des crimes, mais de manière organisée. Voilà, je sais pas pourquoi j'explique ça, mais vous avez compris. Bon bah Lucky Luciano, il fréquente aussi le café de Thelma Todd et il a une excellente idée. Il veut en faire un casino clandestin. Les stars dépenseraient tellement, c'est parfait ça pour la famille. C'est une super idée, mais Thelma Todd, elle veut pas. Sacré caractère, la Thelma, elle n'a peur de personne et c'est peut-être ça le problème. Elle est retrouvée morte en 1935 à Malibu dans son garage, dans sa voiture, et elle avait 29 ans.
Alors même si elle s'était disputée la veille avec Roland West, un réalisateur, sa mort ne semble visiblement pas être un meurtre. En vérité, même s'il y avait eu ce fameux refus à la proposition de Lucky Luciano, la mort de Thelma Todd n'est pas classée en tant que meurtre. Beaucoup confirment que le jugement a été bâclé, surtout qu'elle a été retrouvée avec des bleus, du sang sur les lèvres et sur sa robe. Et une robe plutôt légère alors qu'il faisait froid dans le garage. Thelma Todd n'avait donc pas prévu de rester aussi longtemps dans sa voiture. Bon, le pire c'est quand on sait qu'il y a eu un meurtre, que ça ne peut être qu'un meurtre, et qu'on n'a aucune idée de qui peut être le coupable. Fin des années 70 en Arizona, c'est l'acteur Bob Crane, âgé de 49 ans, qui est retrouvé mort dans son appartement. Et derrière son crâne, on y retrouve des coups violents. Le dernier à avoir vu Bob Crane, c'était la veille du meurtre et c'était son ami proche, John Henry Carpenter. Alors je vais vous faire une confidence, pendant toutes mes recherches sur ce chapitre, j'ai cru qu'on parlait de John Carpenter, le réalisateur, Halloween, tout ça. Alors non, John Henry Carpenter, ça n'est pas du tout le grand John Carpenter. John Henry Carpenter, c'est un vendeur de matos ciné et un amateur de films porno. Voilà, c'est pas la même carrière. Et sa passion pour l'érotique et la pornographie, c'est ce qui le lie au meurtre de Bob Crane, qui lui aussi était fasciné par ce monde-là. Pendant la moins bonne partie de sa carrière, c'est avec lui que l'acteur aurait tourné des films porno amateurs avec plein de femmes. Carpenter devient le suspect numéro 1 parce qu'en plus d'être le dernier à l'avoir vu, sa voiture ne se trouvait pas si loin de chez Bob Crane le soir du meurtre. Et dans sa voiture, on y a retrouvé du sang, qui est du même type que celui de l'acteur. Et le clou du spectacle, l'arme n'a jamais vraiment été identifiée, mais l'impact derrière le crâne de Bob nous indique que ça pourrait être un trépied. Et John Henry Carpenter, c'est un vendeur de matos de cinéma. Bon, c'est qu'on est où là? Normal qu'à cette époque, la presse et même le public, ils se posent des questions. Ajoutez à ça que le Carpenter n'avait aucun alibi, sans pression. Ceci dit, pas de prison, rien ne prouve aujourd'hui qu'il est l'auteur du meurtre de son ami. 16 ans plus tard, on est dans les années 90, un juge réouvre le dossier et John Henry Carpenter sera acquitté, non coupable quoi. L'assassinat de Bob Crane n'a donc jamais été résolu à ce jour. Et ok, l'histoire aurait été peut-être plus percutante avec le vrai John Carpenter. Eh bien la prochaine c'est avec un vrai réalisateur cette fois. 1922, Hollywood. William Desmond Taylor est un réalisateur important de l'industrie du cinéma américain. Il est signé chez le studio Famous Players Lasky. Depuis, le studio a changé de nom pour devenir la Paramount Pictures. Taylor a beaucoup d'amis qui passent souvent le voir dans son bungalow à Los Angeles. Et oui, aux États-Unis ça ressemble à ça, un bungalow de stars. Il fréquente aussi plusieurs femmes, parmi elles l'actrice Mary Miles Minter, qui lui envoie régulièrement des lettres d'amour. Un truc que la mère de l'actrice déteste. Et en dehors de sa carrière, William Taylor, il vit quoi. Il passe voir son comptable, lui montre une liasse de billets. Le soir, il passe du temps chez lui, avec son amie Mabel Normand, une actrice célèbre à cette époque et proche du réalisateur. Et en février 1922, William est retrouvé mort dans son bungalow. Ce matin-là, au 404B South Alvarado Street, c'est la panique. La presse et les voisins se regroupent autour du bungalow du réalisateur mort. Parmi cette foule de gens, un médecin se serait même rapproché du corps pour confirmer qu'il serait mort d'une hémorragie interne. Et ce médecin-là, il part. Plus de nouvelles de lui. Quelques heures plus tard, les experts arrivent sur les lieux, ils retournent le corps du réalisateur et découvrent la vérité. William Taylor est mort d'une balle dans le dos. Le bungalow ne présentait aucune effraction, donc le coupable est quelqu'un qui le connaissait bien, un proche. Bon alors déjà, la liasse de billets qu'il a présentée la veille à son comptable avait disparu. Aussi, quand on annonce qu'on a retrouvé les lettres d'amour de l'actrice Mary Miles Minter chez le réalisateur, la presse n'hésite pas une seconde à imaginer un lien. Mais là où tout devient plus clair, c'est quand la police fait le lien entre la balle qui a tué le réalisateur et le calibre du pistolet de la mère de Mary Miles Morales. Minter. Je suis fou moi. Et le calibre du pistolet de la mère de Mary Miles Minter, Charlotte Shelby. Voilà, il y a beaucoup d'infos là. Pistolet, la mère, Shelby, Peaky Blinders, c'est compliqué. En fait, il se trouve que la mère de cette actrice, elle était connue pour être ultra protectrice. Et aussi, elle est armée. Bon, ok, jusque là, ça va. Le truc, c'est que le calibre 38 de son pistolet est plutôt rare. Et les balles qu'elle a à sa disposition le sont aussi. Et il se trouve que ces balles ressemblent beaucoup à celle qui a assassiné le réalisateur Taylor. Donc ouais, la mère devient à son tour la suspecte numéro 1. Surtout après avoir jeté son arme dans une rivière dès que l'info avait été rendue publique. Charlotte Shelby passe plusieurs années en dehors des États-Unis, le temps que tout se calme et en attendant, la presse accentue l'image de la mère protectrice, mais aussi celle d'une mère jalouse de la relation que pourrait avoir sa fille avec le réalisateur. Charlotte avait aussi une autre fille, Margaret Shelby, qui des années plus tard aurait accusé sa mère du meurtre du réalisateur. Alors bien sûr, un scandale pareil, ça ruine des carrières. Et pour éviter de perdre toutes les poules aux œufs d'or du studio, la Famous Player Lasky Corporation, la Paramount Pictures, entre dans la boucle et aurait manipulé des preuves pour protéger l'image de certaines actrices qui rapportaient encore beaucoup d'argent au studio, comme celle de Mabel Normand, qui était donc la dernière personne à avoir vu le réalisateur vivant. Le studio a essayé de protéger son image, mais difficile quand la presse découvre que Mabel Normand était liée à plusieurs meurtres et notamment à celui de l'un de ses amants. Elle était aussi liée à un réseau de drogue dont le réalisateur essayait de la protéger. Il essayait tant bien que mal de lui faire arrêter de consommer de la cocaïne. Et ce qui ajoute un potentiel suspect à l'affaire, le réseau de drogue. Finalité, l'enquête n'a jamais été résolue. Aucune personne n'a été inculpée. L'information la plus récente qu'on ait aujourd'hui, c'est celle de l'actrice Margaret
Gibson. Margaret n'a pas vraiment de lien avec le réalisateur, si ce n'est qu'elle est bossée avec lui au début de sa carrière et qu'elle vit dans la même ville, Los Angeles. Le truc, c'est qu'avant de mourir, fin des années 60, Margaret avoue qu'elle était impliquée dans le meurtre du réalisateur. Et un témoin confirme même qu'elle aurait avoué être la meurtrière alors qu'elle ne faisait même pas partie de l'enquête initiale. Il y a beaucoup trop de monde dans cette affaire, le coupable pourrait être n'importe qui, on est en plein milieu de Los Angeles. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas l'info. Le truc, c'est que même pour le meurtre d'une célébrité qui se serait déroulé en comité réduit, ça reste difficile de trouver le coupable. Natalie Wood est une actrice nommée aux Oscars à l'âge de 17 ans. Sa carrière est toute tracée. Elle donne la réplique à James Dean, un acteur mort trop tôt, mais qui à cette époque était aux prémices de sa gloire. Natalie Wood joue aussi dans le très célèbre West Side Story. Oscar, Golden, Grammy, elle est aussi chanteuse, bon voilà, c'est une bête d'artiste. Début des années 80, elle est retrouvée morte, noyée, flottante sur les côtes de la Californie. La veille, Natalie Wood fêtait Thanksgiving sur un yacht, le Splendor, près de l'île de Catalina sur les côtes californiennes. Sur le bateau, avec elle, il y avait l'acteur Robert Wagner, qui est son mari. Il y avait aussi l'acteur Christopher Walken, que vous reconnaissez peut-être, et le capitaine du bateau. C'est Thanksgiving, ça se bourre la gueule, mais la nuit, des témoins auraient entendu crier à l'aide. Le lendemain, les autorités retrouvent Natalie, noyée, portant une robe de nuit, une veste et des chaussettes. Son corps avait des blessures légères mais pas de coupure ou autre. Et la première autopsie démontre qu'elle avait un taux d'alcoolémie élevé dans le sang. Alors très vite, l'affaire est classée en tant que noyade accidentelle. Alors même que l'histoire d'amour entre Robert Wagner et Natalie Wood avait connu déjà plusieurs disputes et un divorce. Robert Wagner, pendant leur premier mariage, couchait avec son majordome. Natalie demande le divorce, mais pour protéger son ex-mari, c'est elle qui se verra porter l'image de celle qui aura commis l'adultère avec un autre acteur. Des années plus tard, ils se remettent ensemble et ont même une fille, mais les disputes reprennent à nouveau, surtout que les deux artistes sont en plein déclin. Ils vivent une période difficile et ils n'ont plus du tout de hype. Bon, et un soir, le drame arrive, mais c'est une noyade accidentelle. Fin 2011, 30 ans plus tard, le bureau du shérif de Los Angeles déclare réouvrir l'enquête sur ce qui s'est déroulé cette nuit-là. Bah ouais, il y a des trucs qui vont pas. Déjà, à Skip, il y avait un canot pneumatique qui était échoué sur le rivage à quelques kilomètres du corps. 2 ans plus tard, en 2013, une mise à jour, entre guillemets, précise qu'en fait, Natalie Wood avait été blessée au poignet, à l'avant-bras et au cou avant que son corps n'entre en contact avec l'eau. Et pour couronner le tout, le capitaine a fini par évoquer une manipulation de la vérité. Sa version n'est plus la même que la première qu'il avait annoncée des décennies plus tôt sous la pression de Robert Wagner. 30 ans plus tard, c'est donc Robert Wagner qui devient la personne d'intérêt de l'affaire. En gros, personne d'intérêt, c'est le statut qui précède celui de suspect. Bon, il l'est pas, mais il y a des doutes là, poteau. Aujourd'hui, Robert Wagner a 87 ans, il est toujours en vie. Et quant à Christopher Walken, l'acteur aussi présent sur le bateau au moment des faits, et que vous connaissez bien, c'est lui qu'on voit dans Pulp Fiction, Arrête-moi si tu peux ou encore Dead Zone, eh bien lui, en résumé, il dit n'avoir rien vu. Même si à cette période, la presse lui colle l'image de l'amant de Natalie Wood. Et la presse s'est aussi permis de lui coller la même pour le capitaine du bateau. Voilà, bon, on dirait que ça a arrangé tout le monde. En attendant, une grande actrice nous a quittés à l'âge de 43 ans, une artiste qui, comme tous les autres de cette vidéo, aurait pu nous offrir des émotions mémorables. Prenez soin de vous, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, le petit pouce en l'air, tout ça, on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao.